10h midi, Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman. On termine le mois de janvier en musique, Gilles. Oui. Il n'en finissait plus ce mois de janvier. Ah bon, vous trouvez? Ça fait long, 31 jours. Bah oui. Ah bah Février sera c'est bien, vous avez de la long. conversation ce matin. Oui, ça. je suis très en forme. Oui, il fait beau, vous savez aussi. Ouais, il fait beau, pas le partout, soleil, mais il est fait beau. revenu. Ouais. Bonjour madame. Non, je dis on va parler musique aujourd'hui parce que tout à l'heure dans le supplément média, on va parler comédie musicale. C'est la Madeleine de Proust de Gilles Gansman, les comédies musicales, et on va s'y Ah, intéresser. Madeleine Proust, non, parce que j'écoutais pas Mais ça là, on va quand j'étais proposer à enfant. nos auditeurs une séquence musique, on va dire, pour nos auditeurs, avec notre invité culte, mais surtout d'une musique qui est, pour les plus de 25 ans, parfois échappe un peu au code auquel ils sont habitués. Non, parce que la population a la vision. Regardez Fred, il a plus 20 ans. Bon, on présente. Bonjour Fred Fred Musa. Musa. Bon, C'est parti, comment ça va c'est commence. parti, Oui, là, oui, oui. on y est va en forme. On y va. Vous êtes très en forme le mercredi. Oui. Bon, bah, je suis C'est quand le même jour content des d'être avec enfants. vous. Bah, nous aussi. Est-ce que vous avez en vous cette image d'être culte, d'être important pour une partie de la population, de ce que vous avez fait pour le rap? Culte, c'est pas forcément être une star, mais en tout cas d'avoir existé dans le milieu du rap et d'avoir permis à la musique. Ben, je m'en rends compte parce qu'on me le dit, puis je suis invité de plus en plus. La Sud Radio, je découvre. Enfin bon, non, mais c'est vrai que je fais des médias ces derniers temps, donc je m'en rends compte. Oui. Après, le terme culte, c'est un peu tôt encore, non? Bah, culte, c'est parce que Planète Rock, c'est quand même Planète une Rap. émission. Planète Rock, qu'est-ce que je dis, Planète Rock, Planète Rap. Voilà, je suis pas si en forme que ça, en fait. C'est quand même, ça a un quart de siècle. C'est vrai. Depuis 1996. Ça claque un peu, quand même. Je commence à le sentir dans les pattes. Mais bon, je suis toujours là, toujours prêt, toujours en vie surtout. C'est ça le plus Quelle important, c'est différence d'avoir envie. entre Ouais. le rap du passionné. début et le rap de maintenant? Bah, il y a toute une nouvelle scène, surtout qui se régénère. Je dirais qu'ils sont beaucoup peut-être plus professionnels aujourd'hui, parce qu'ils proposent maintenant, je le vois, j'ai jamais été autant dans l'aréna de Bercy, 17 000 personnes, des stades, alors que ce soit à Lille, à Marseille, à Paris, les artistes font des stades maintenant de cette musique, donc elle s'est professionnalisée. Alors après, bien sûr, c'est plus les mêmes tempos, c'est plus le même flow qu'il pouvait y avoir à une époque, peut-être parfois aussi plus les mêmes paroles, c'est pour ça que certains ne s'y retrouvent plus. Non, je pense que cette musique reste toujours, on le voit parfois avec des artistes, au moins l'attitude reste toujours un peu sulfureuse, et tant mieux. Il faut que ça reste, il faut que ça continue. Il y a quand même une part de nos auditeurs, vous allez leur expliquer ce qu'écoutent leurs enfants, ou voire petits-enfants. Moi, j'ai des enfants qui ont le même âge que Ils écoutent le rap, vos enfants? Ah, mais que ça. Ils sont rebelles. Mais c'est pas être rebelle d'écouter du rap. C'est pas que ça. Je pense pas, mais ça peut pas. En tout cas, peut-être qu'ici, à un moment, ça peut paraître. Voilà, il faut avoir sa musique, il faut s'approprier ses codes. Donc, il y a un peu cette part parfois Mais un peu de Orelsan, c'est du rébellion. rap pour vous ou Bien pas? sûr. C'est du rap, c'est quelqu'un qui vient du rap, qui a fait ses classes dans les battles. Je sais pas si vous avez vu le documentaire, l'excellent documentaire, justement autour d'Orelsan qui était sur Oui, sur Prime Video. qui est sur Prime, où on le voit, où il fait des battles, où à un moment il se prend une raclée. C'était un battle organisé par Booba à l'époque, donc il se prend une raclée face à un adversaire où il pensait pouvoir s'en sortir, et puis il rentre à Caen en Normandie. Donc voilà, c'est bien sûr que c'est un mec qui vient du rap, qui vient de cette culture, mais tout comme aussi, je dirais, Soprano. Peut-être que vos auditeurs connaissent aussi un peu plus Sopra. Sopra, c'est un mec qui vient du rap. Allez, on va parler de cette émission et de cette musique dans cette émission là maintenant, mais on va faire le zapping, ce qui s'est passé ces dernières 24 heures à la télé. Sud Radio Média, l'instant zapping. Ce matin, Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, était sur Sud Radio, quelle bonne idée, et a confirmé au micro de Jean-Jacques Bourdin les mesures qu'il allait annoncer. Mais les agriculteurs ne décolèrent pas, surtout ceux qui se sentent pas représentés par les FNSEA et qui sont contre ce syndicat, comme Sébastien Bureau, qui est un agriculteur, Sébastien Béraud, pardon, qui est agriculteur en Haute-Loire sur CNews. Écoutez-le, il était très remonté hier soir. C'est M. Rousseau qui a décidé au mois de juin avec Bercy d'augmenter le GNR. En contrepartie, il faut mettre de plus en plus de biocarburants. Pourquoi? Parce que M. Rousseau, il est à la tête du groupe Avril, à la tête du biocarburant. Il faut dire ce qu'il en est. C'est qu'on a affaire à la mafia dans la mafia. Et les pauvres gars qui se Faites attention aux propos quand même. Non, il faut dire. Non, mais c'est vrai. Il y a 2 morts par jour, 50 exploitations qui disparaissent tous les jours. On peut plus, monsieur. On est à 300 €. Les députés, ils ont pris 300 € d'augmentation. Les sénateurs, 700. On se fout de notre gueule. Ils nous poussent à bout. On est raisonnable, on est des entrepreneurs, on veut vivre notre métier, mais c'est interminable. Tous les jours, il y a des accords de libre-échange. Donc la seule solution, moi j'en vois pas d'autres, des mesurettes, ils arriveront jamais à calmer la détresse des agriculteurs, ils n'y arriveront pas. Et le GNR, bon, l'affaire est pliée puisqu'il n'y aura pas de taxation, ça a été accordé. Bon, question aussi pour les autres professionnels qui utilisent
du gasoil non routier, comme on dit. Et aussi, sinon, avec les agriculteurs, vous allez repasser du Camille sur Skyrock. on pourrait, mais voilà, je trouve que quand même ce qu'on entend, c'est terrible, c'est cette colère, c'est cette peur. Et d'ailleurs, on parlait des enfants, de ce qu'écoutent les enfants. Je suppose qu'il y a plein d'enfants d'agriculteurs, peut-être même d'ailleurs des agriculteurs eux-mêmes qui nous écoutent. Moi, je le sais aussi parce que je reçois des messages, voilà, qui sont dans cette souffrance. On entend à sa voix. Je pense que ça fait plaisir à personne d'aller manifester, d'aller perdre du temps. Voilà, donc on peut être que de tout cœur avec eux, bien sûr. Et s'il faut remettre du Camini, on remettra du Camini. On ira. Xavier Niel, le fondateur de Free, faisait la promotion de sa nouvelle box qui est sortie hier, la Ultra, dans C'est à vous. Il en a profité pour réagir, vous savez, à Elon Musk qui veut nous implanter une puce dans le cerveau. Elon Musk est un incroyable génie. Mais comme tous les génies, il a un côté, on va utiliser un mot un peu dark, et donc parfois il peut être extrêmement inquiétant au milieu de ce génie. Voilà. Donc on commence comme ça et je sais pas où on s'arrête, mais moi j'aime bien l'innovation et c'est une innovation. Mais après, c'est toujours la même chose. C'est quelle est la limite et comment quand on est aussi puissant que lui dans autant d'activités, on ne se sent pas doté d'un pouvoir absolu et qu'on se met à faire des bêtises. Moi, il me fait peur, Elon Musk. Ah ouais. Mais moi, il me terrorise même, Elon Musk. Même le fait, ce qu'il fait sur son truc, enfin, c'est X, pardon, désormais maintenant. C'est super flippant. Non, il est flippant, ce mec-là. Ouais. Alors, enfin, en tout cas, on verra. Vous voudrez une puce dans votre cerveau? Ah non, ça va, très bien, tout va bien. Peut-être dans le cerveau des rappeurs, ça leur mettra quelque chose. Qui se mettent déjà une puce lui-même, le Elon Musk. Après, on verra le résultat. Hier, Didier Deschamps était aussi dans C'est à vous. Ah bah oui, pour parler de l'Euro 2024. C'est du football. Et Anne-Elisabeth était très curieuse de savoir si Olivier Giroud, c'est un joueur de football, hein, Christine, si Olivier Giroud serait dans la sélection nationale. Si vous décidez de le sélectionner, ça pourrait être exactement la situation d'Olivier Giroud. À 37 ans, cette Coupe d'Europe pourrait être sa dernière compétition internationale en bleu. Et d'autres aussi qui ne le savent pas. Il y a les noms en tête là. Non, mais je le sais pas, mais ça arrive. Et à la dernière, il y en a qui ont été à la Coupe du Monde. Ils savaient pas que ce serait leur dernière compétition. Non, mais là, lui, si jamais il est sélectionné, lui, c'est une question d'âge aussi, oui, certainement. Oui, il sait que ce sera la dernière. Vous allez lui faire ce cadeau? Je suis pas là pour faire des cadeaux. Je m'appelle pas le Père Noël. Mais c'est dur ce que je viens de dire. Ouais. Mais je suis pas, voilà, même si je suis humain et je sais très bien que j'ai la capacité à pouvoir rendre des joueurs heureux, mais je fais aussi des malheureux. C'est le mauvais côté de ma fonction. Mais c'est votre côté Père Fouettard. Non, il est pas rire, ça vous fait rire. Moi, ça, je l'adore. Mais on se rend pas. Il est sa marionnette, en fait. Non, mais presque. Mais non, mais c'est surtout, voilà, quand même, ce mec, la carrière. Respectons juste de temps en temps. Parfois, on tire un peu trop sur les gens, et c'est vrai que Dédé, mais respectons la carrière du gars. Bon, moi, je suis un supporter parisien. Mais il a quand même ce qu'il a fait avec l'OM aussi. Non, oui, pardon. Mais quand même, ce qu'il a fait, reconnaissons quand même ce qu'il a fait avec l'OM, sans parler après ensuite de l'équipe de France. Et puis aujourd'hui, il est quand même champion du monde 2 fois, champion du monde en tant que joueur, champion du monde en tant qu'entraîneur. Et je lui souhaite aussi de récupérer cette coupe. Voilà, la boucle serait bouclée. C'est quand même, on se réjouit pas assez, merde, quoi. Non, mais on a des victoires, on a des gens incroyables en France. On parle des Elon Musk, de tout ça, avec leur puce. On a Dédé quand même. On a Dédé. Et le PSG cette Ligue des Champions, c'est cette année ou pas? Ou jamais? J'aimerais vous dire cette année. Hein? Mais je vais pas prendre de pari pour encore ressortir les images et dire regardez-le le tocard. Regardez-le celui-ci. Alors vous qui aimez la grande musique, Jules, Nekfeu, SCH, Jules. J'ai dit quoi, Jules? Jules. J'ai senti un peu de Gilles, je sais pas qui. Il y a un peu d'ironie, oui, voilà, bien sûr. Bien sûr, mais c'est de la grande musique. Mais c'est de la grande musique. Je vous ai offert un cadeau digne de vous, Fred Musa, vous qui animez le rap sur Skyrock. Je vais vous offrir Laurie. Je sais que vous aimez Laurie. Et elle a fait en live. J'ai l'impression d'avoir vécu avec Gilles, en fait. Alors oui, mais vous aimez Laurie, bien sûr. Je me réveille avec elle tous les matins. Attention, elle a fait une version unplug. On explique ce que ça veut dire unplug. Pour nos auditeurs, il faut réfléchir un peu. Bon, quand même, oui, non, mais quand même, je vous le dis. Ah bon? Acoustique. Voilà. Et qui chante Ma meilleure amie en unplug. Oh là là. On se connaît depuis quelque temps, même si on se parlait peu souvent. C'est vrai, tu lis en moi comme dans un livre ouvert. Je te sens si fragile, le cœur à découvert. J'ai envie. Et oui, je vous gâte trop.
Ça, c'est pas du rap. Hein. Je pourrais vous donner l'enregistrement. Jolie petite mélodie, voilà. Voilà. C'est en colo, ça. Oui, il manque le feu et les chamallows. T'as jamais eu des chamallows dans le feu? Que si. Ah bon? Un petit truc à rouler, on est parti. Quoi. Allez, tout ça démarre très fort. On se retrouve dans un instant. On va parler de Planète Rap. Avec Oui. vous ne bougez pas dans un instant sur Sud Radio. On s'arrête. À tout de suite. Allez, passe-moi le voir. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Fanny est dans le Pas-de-Calais. Comment faites-vous pour écouter Sud Radio dans le Pas-de-Calais, Fanny? Ah, ben grâce à l'application. Ah, l'appli, voilà, j'en étais certain. Sud Radio, parlons vrai. Bonjour. Sud Radio Média, l'invité du jour. Ce que vous allez entendre maintenant, jamais vous ne l'avez entendu. C'est l'émission rap numéro 1 en France. Planète Rap. Planète Rap. Une musique pas faite pour 100 personnes, mais pour des millions. Planète Rap. 20h-21h sur Skyrock. Non, vous n'avez pas besoin vous êtes sur Sud Radio. Vous inquiétez pas. Ça vous a plu ce J'ai jingle? cru que ça y est, j'étais parti. Ah, Moi, ouais, j'étais- il a ouais. commencé. Il était en retard. J'étais chaud. On vous a sorti un vieux jingle Alors, de l'époque. On explique. Fred Musa, qui est à la tête de cette émission chez nos confrères de Skyrock depuis un quart de siècle, on va dire. C'est vrai, c'est vrai. On va résumer les choses comme ça. Émission qui est également à voir sur France Télévisions, sur Culture Box et le vendredi soir également sur France 2. À Alors, quelle heure? Sur France 2, alors c'est le vendredi, ça dépend des programmes qu'il y a un peu avant. Logiquement, le C'est pour service les de presse coups-tard. nous dit 23h10, en troisième partie de soirée. 23h50, Ouais. minuit. La dernière fois, c'était Donc minuit c'est et demi. dimanche matin en fait. C'est pas la troisième partie Non, de mais soirée. ça a au moins le mérite d'exister. Mais en sur France revanche, 2. tous les Donc, jeudis, moi, je suis ravi. Tous les jeudis, c'est à 21h10, ça changera pas sur Culture Culture Box. Box. Alors, on est Plus ravis. le replay. Qui est la chaîne 14. La chaîne 14. Parce que Culture Alors. Box, c'est France 4. C'est la suite de France 4 à partir de 19h ou 20h. Ouais, Fred exactement. Musa, vous êtes une personnalité, mais quand même soulignons que le rap, pourquoi on en parle aussi ce matin, c'est quand même la France est le deuxième pays au monde après les États-Unis en termes d'industrie musicale autour de ce style musical. Donc Depuis plusieurs années maintenant, ouais, bien sûr. et c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, ça date depuis plusieurs années. C'est aussi devenu la musique la plus écoutée en France. C'est le rap, c'est tout ce qui est autour du rap, parce que je mets dans le rap des artistes comme Aya Nakamura, qui sont pas des rappeuses bien évidemment, qui sont plus côté chanteuses, qu'on peut classer dans des catégories, mais qu'on résume sur le côté urbain. Voilà, c'est les artistes d'aujourd'hui, c'est pour certains la variété entre guillemets d'aujourd'hui. Avec la danse qui va avec, le hip-hop. Bien sûr. Le hip-hop, qui sera olympique à Paris Aux 2024. Jeux Olympiques, en effet, avec le breakdance qui sera représenté au JO. Incroyable aussi, ça c'est magnifique Mais ouais. à souligner. Ouais. Ouais, pour cette jeune génération. Pour vous, c'est un vrai sport? Comment on va le noter? Comment on note Alors ça- du hip-hop? Alors ça, moi, j'attends justement de voir les notations. Ça va être aussi compliqué. Je pense que là-dessus, c'est comme tous les sports qui arrivent aux Jeux Olympiques. Les premiers temps, il va falloir un petit peu tester. Là, je pense que ils ont choisi quand même des danseurs professionnels qui vont mettre des notes. Mais ouais, et puis ça va discuter sévère parce que évidemment sur le breakdance, c'est quand même. Et vous aimeriez le commenter pour France Télé? Non, parce que mais c'est un vrai boulot aussi. Hein. Moi, je le vois de temps en temps. Il m'arrive d'être jury ou juré dans des compétitions de danse. Je l'ai fait encore récemment au Hip Hop Talent. C'est super compliqué de juger. Il faut avoir l'œil, il faut avoir un œil technique. Faut juger la prestation dans son ensemble. Faut voir ce que la personne propose. Il y a toute une émotion parfois aussi que les danseurs peuvent proposer. C'est pas, non vraiment, c'est très compliqué. Et c'est très beau aussi parfois. Est-ce que le rap a évolué? Avant, c'était les belles gonzesses, les belles voitures, et puis on criait un peu ce qu'on vivait un peu en banlieue. Est-ce que c'est un peu évolué, ou il y a toujours le rap égale une colère? Il y a peut-être en effet, on l'entend peut-être un peu moins de colère parce que le rap est désormais un petit peu, c'est ce que je disais, un petit peu partout aujourd'hui. Mais il y a encore, bien sûr, il y a encore en tout cas une colère. Et alors peut-être que ça s'est transformé aussi en motivation parce que à une époque, c'est vrai qu'il y avait une colère. Moi, je le vois on voit ces derniers temps, t'as une montée de thèses d'extrême droite. Ça parle quand même beaucoup de droite conservatrice, et le rap se mobilisait peut-être plus avant. Aujourd'hui, il y a tellement eu un dégoût de la politique de tout ça que même quand tu parles politique avec une jeune génération de rappeurs, ils s'en foutent en fait. Ils passent carrément à autre chose. Donc, je dirais que la rébellion, elle est peut-être plus dans le sens où ces artistes, quand ils sont sur scène, quand ils réunissent des gens, pour le coup, ils arrivent à réunir des gens de toute nationalité, de toute pensée différente au même endroit. Et c'est peut-être ça aussi la victoire du rap. Et pourquoi le rap a cette idée fausse, parfois, d'être dans un univers sulfureux? Parce que parfois il y a eu aussi, tu sais, le plus mauvais, qui j'ai envie de dire, le pire ennemi du rap, c'est aussi parfois le rap en lui-même. Si je prends un exemple, quand on a vu la baston Boubacaris à Orly,
Non, mais c'est pas le truc le plus beau que t'as envie de voir de la part d'artistes de rap, si tu veux. Donc parfois, mais c'est en dehors de la musique même souvent, la plupart du temps. Donc parfois quand on entend parler des rappeurs ou en tout cas de cette scène, ou qui vont en prison, ou qui voilà, vont voler. donc c'est ce que je dis souvent. Parfois le pire ennemi du rap, c'est aussi le rap en lui-même, ou en tout cas ses acteurs. Si tu veux, voilà. Donc et Booba, pour vous, à un moment, il s'était confronté à vous. Oui, bah enfin, je suis pas le seul. Hein, c'est un peu moi contre le reste du monde. Voilà. Et maintenant qu'il est un peu justicier, qu'il insulte tout le monde, il a récemment insulté Julien Pain de France Télévisions, qui voulait l'interviewer, il lui a répondu suce ma bite. Ah oui, sur Twitter, ça a été parce qu'il a fait Julien Pain, vous savez, il vérifie les infos et donc il a fait une émission sur Booba et les fake news. Et donc je voulais avoir votre regard sur Booba et sa médiatisation entre touche pas à mon poste, complément d'enquête et tout ça. Plusieurs choses sur Booba. Déjà, il faut reconnaître quand même que c'est un artiste qui est pareil, qui est arrivé lui en même temps que, enfin, il était là milieu des années 90. Il fait partie de la deuxième génération de rappeurs qui est arrivée après les NTM, IAM Solar, etc. Il est arrivé dans cette génération qu'on a appelé l'âge d'or du rap français, avec son groupe Lunatic. Et il est encore là aujourd'hui, il remplit des stades de France, donc ça. Et puis il a toujours le son, il a toujours les sonorités. Dès qu'il annonce quelque chose, là je crois qu'il y a un morceau qui est prévu, il a commencé à teaser dessus. Oui. Il y a un engouement, il y a quelque chose. Enfin, faut quand même reconnaître, la carrière est exceptionnelle de Booba. Après, sur en effet, un coup je suis spécialiste contre les vaccins, un coup je suis spécialiste de la guerre en Ukraine, spécialiste pro-russe. J'ai un peu de mal à le suivre. Personnellement, j'ai de plus en plus de mal à le suivre sur toute sa partie hors rap. Vraiment, j'ai eu des trucs sur la partie influenceur. On peut aussi reconnaître ce qu'il a fait. Il a quand même fait un sacré boulot. Ça là-dessus, soyez quand même d'accord, puisque ça a même abouti à une loi. En tout cas, il fait partie de ces lanceurs d'alerte entre guillemets. Aujourd'hui, le boulot qu'il fait là sur un coup les vaccins, un coup la guerre en Ukraine ou c'est de l'opportunisme pour vous? C'est pas de l'opportunisme, ça m'inquiète surtout. Je me dis mais pourquoi on a assez sur les réseaux sociaux, assez de gens qu'on se pose des questions. Moi, je veux bien qu'on se pose des questions, en effet, sur le vaccin, qu'on mette parfois aussi des thèses, qu'on parle de tout ça. Très bien. Mais qu'on se dise, moi, j'ai la vérité, voilà ce que c'est, et je vous le prouve. Bon, si Booba était un médecin reconnu, je pense qu'on irait tous se faire vacciner à Miami. Comment vous avez réussi à vous imposer dans le rap, et est-ce que au départ, c'était compliqué pour vous? Parce que vous n'étiez pas rappeur. Non, mais j'étais passionné. Vous n'étiez pas en banlieue? Si, j'étais à la Courneuve. Vous étiez à la Courneuve? Ah, bah ça vient de là, alors. Non, je pense pas que ça vienne que de là. Moi, ça vient de ma passion pour la radio. J'ai commencé la radio, j'avais 15 ans. Et en effet, j'habitais la Courneuve et j'avais une petite radio à côté de chez moi à Rosny-sous-Bois. Et dans cette radio, on jouait de la funk à l'époque. Et la funk a beaucoup été samplée par le rap. Donc je pense que voilà, cette passion vient aussi de là. J'ai vraiment aimé tout de suite les premières années du rap en France. J'ai eu la chance de les suivre, de les voir. Je me souviens de groupes comme EJM, comme des DJ comme Dynasty. Je me souviens de toute cette époque. Ensuite NTM. Moi, je suis un grand fan d'NTM depuis le début, depuis l'album Authentique, le premier album. Donc voilà, je suis vraiment passionné aussi par cette musique, bien sûr. On continue. Oui, je pensais que vous vouliez poser une question. Non, mais moi j'écoute passionnément parce que je pense que cette musique, elle désarçonne une certaine génération des parents, des grands-parents, et en même temps, quand on écoute les textes, alors il y a des textes qui sont parfois, on a un petit peu de mal avec ça, mais il y a des textes d'une puissance chez les artistes qui la composent, qui sont, c'est de la poésie. Bah, on parlait d'Orelsan il y a pas très longtemps. Et je vous conseille de réécouter sur son dernier album Civilisation un morceau qui s'appelle Manifeste, qui est un morceau qui doit durer 9 ou 10 minutes, ou peut-être en tout cas pas loin de 10 minutes. On est pile poil dedans. Enfin, il y a l'air du temps qui est capté par ces artistes, qu'ils arrivent à retranscrire par des morceaux. C'est vrai que c'est assez fou quand même. Est-ce que les rappeurs sont homophobes? Non. Alors après, je dis pas qu'il n'y ait pas eu parfois des paroles qui étaient homophobes. Nous, en tout cas, nous à Skyrock, on a toujours été très vigilants là-dessus. Même d'ailleurs dans mon émission, j'ai toujours fait très attention à ça. Pas que ce soit que pour l'homophobie, d'ailleurs, pour toutes sortes d'atteintes aux personnes. Est-ce qu'ils détestent la police? Non. C'est bien, je suis pas cliché dans mes questions. Non, mais oui, on est totalement dans les clichés. Allez-y. Non, mais après, c'est intéressant. Non, mais bien sûr, nos c'est intéressant. Du coup. Non, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que parfois ils soulèvent des choses, bien évidemment. Et je suis le premier aussi à le dire, bien évidemment que on a tous besoin de la police, mais on a le droit aussi de temps en temps de critiquer la police. Oui. Je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit de critiquer la police, de dire à un moment, on ne dit pas que la police tue, mais on a le droit de dire aussi que parfois
certains policiers tuent. C'est arrivé, ça arrive récemment, ça arrive encore récemment. Ouais, et les femmes, elles sont obligées d'être en petite tenue dans les clips, sur les capots des voitures. Jamais 203, jamais 203, on y va. Non mais alors, pour les femmes, parce que ça aussi c'est toujours un sujet qui est important, qui revient tout le temps, puisque c'est une question comme surtout quand je viens Sud Radio, on me dit les femmes. Mais les femmes, dans le rap, elles sont supra importantes aussi pour quelque chose. Il faut savoir que derrière chaque rappeur, on parlait de Booba. Derrière Booba, il y a une femme qui s'appelle Anne Cibron, qui est là depuis des années avec lui, qui est plus que sa manageuse, j'ai envie de dire, qui est aussi la personne à qui il fait du business, tout ça. Donc voilà, les femmes sont très importantes, et moi je l'ai vu aussi surtout sur les femmes. C'est vrai qu'à une époque, t'allais à des concerts de rap, le public était... Le tout premier concert de rap que je faisais, on parlait d'NTM au début, c'était quand même 80-90% très très masculin. Aujourd'hui, tu vas dans n'importe quel concert de rap, n'importe quel rappeur qu'on peut dire un peu viril, tu as 50%, 60% de femmes qui viennent voir. Donc non, c'est pas forcément ce cliché autour des femmes. Autour des femmes et les femmes qui rappent aussi. Il y a des artistes quand même assez fabuleux. Enfin, en tous les cas, qui sont, c'est des femmes fortes. Je vous conseille d'aller écouter un album qui sort le 9 février, qui arrive, qui s'appelle l'album. J'ai perdu le nom, mais l'artiste c'est Doria. Doria qui sort son album et qui est incroyable. Où il y a, pour certains, on va retrouver aussi parfois quelques réminiscences de Diams. Si vous avez aimé Diams, vous allez forcément aimer Doria, parce qu'elle a cette plume, elle a cette façon de rapper, cette façon de chanter. Elle allie aussi bien le rap et le chant. Donc je vous conseille Doria, mais il y en a plein d'autres. Il y a une jeune fille qui s'appelle Laze qui vient de sortir un morceau qui s'appelle Concu qui vient de sortir. Shai qui a sorti un album absolument incroyable. Oui, parce que c'est par mes enfants. Bien sûr. Mais oui, je connais Shai. Bien sûr, mais j'en étais... Regardez ma playlist. Ah non, mais je vous crois. Il y a des morceaux très beaux. Et puis il y a aussi les voitures qui sont maltraitées par les... Non, je rigole. On n'avait dit jamais 203. On a fait les homos, les policiers, les femmes, mais les voitures aussi, on ne dit pas assez, ont été très maltraitées par les rappeurs. Pour finir, le fait de passer à la télévision, parce que vous êtes là pour ça, c'est-à-dire que Planète Rap arrive donc en hebdomadaire sur Culture Box. Est-ce que du coup ça vous censure pas un peu, ou vous avez une totale liberté dans ce qui va passer en télévision? Est-ce que le rap est diffusable? Le rap est totalement diffusable, mais c'est surtout quand... Par rapport à l'historique sur France Télévisions, quand ils sont venus me voir, c'est vrai que je voulais pas faire qu'une retranscription de Planète Rap, parce qu'elle existe déjà sur les réseaux sociaux, on est présent un peu partout. Je voulais vraiment qu'on propose quelque chose d'inédit, et c'est en effet peut-être le plus de cette émission télé qui est diffusée sur Culture Box et France 2, c'est qu'on fait 50% de captation radio et 50% d'inédit pour la télé. Par exemple, on va aller sur des reportages. Pourquoi pas un jour faire un reportage, le rap est-il homophobe? Mais non, mais en tout cas, voilà, on essaie de proposer des reportages pour aussi expliquer aux gens qui découvrent, ce qu'écoutent leurs enfants ou petits-enfants, quelle est cette musique. On essaie de le faire à chaque émission, d'apporter un reportage, d'apporter un petit plus, et aussi une interview fleuve qui est diffusée et qui correspond aux 50% d'inédit de cette émission. Demain, il y aura qui, vous savez, en interview? Demain, c'est Yaro. D'accord. Il va y avoir Kershak, il va y avoir Caris, tiens, justement. Il y aura Doria, que vous verrez sur les semaines à venir. Voilà, merci beaucoup d'être passé nous voir sur Sud Radio pour parler de cette émission Fred Musa. Moi, je dois dire que Fred Musa est un animateur incroyable. Et vous connaissez depuis très longtemps. Oui, non, mais c'est pas pour ça, c'est vraiment, je le pense sincèrement, grand professionnel. Sur Skyrock également. Et ben au moins, voilà, je pars couronné de fleurs lancées par Gilles Gansman. Je réécouterai ce passage. Planète Rap également, c'est sur Culture Box, donc demain soir, 21h10, et le vendredi sur France 2, aux alentours de 23h et des brouettes. Et la plateforme France.tv, n'hésitez pas à aller cliquer, elle est en permanence l'émission dessus. Vous n'avez pas été sur les connaissances rap. Bravo madame. Vous n'avez pas été sur vos connaissances. Ah, je baigne dedans. Mais oui. Vous savez pas tout de moi. Maintenant, ça va être à mon tour de vous épater. Voilà, exactement, parce qu'on passe à un autre univers, celui des comédies musicales, avec notre invité dans le supplément média. La haine bientôt. Bientôt la haine. Ah, mais oui, le réalisateur m'avait dit de vous en parler. Ça va être bien? Ah bah j'espère, j'ai pas vu, donc je peux pas dire avant, mais ça m'excite. Bon, on vous en parle hors antenne, parce que là, il faut qu'on lance la pub. À tout de suite. Ciao. Le 10h midi, Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman. Sud Radio,
Le supplément média. Alors pour le supplément média, mesdames, messieurs, je vous informe que nous allons sur le terrain de la passion de Gilles Gansman, la comédie musicale. Voilà, avec notre invité Laurent Bentata. Bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes directeur général de Stage Entertainment France. Voilà mon anglais du Sud-Ouest. On vous doit notamment Le Roi Lion, Mamma Mia, des comédies musicales mondialement connues aussi. Mais c'est vraiment, quand je vous dis, c'est la passion de Gilles Gansman. Non, on se connaît un peu. Mais je sais bien. Mais nos auditeurs ne savent pas que vous avez cette passion pour les comédies musicales et que vous allez toutes les voir. Je fais juste une aparté avec Gilles. Vous en connaissez beaucoup des fans absolus des comédies musicales? Il y en a de plus en plus, heureusement. Heureusement, mais je pense que Gilles est une référence en la matière. Oui, mais c'est parce qu'en fait, vous savez quoi? Je pense que c'est la seule chose qui nous fait encore rêver. Le cinéma ne nous fait plus rêver parce que la télévision l'a apprivoisé et qu'on sait plus regarder un film sans aller chercher 3 cacahuètes et 2 coca. Que la télévision a changé et que c'est le seul endroit où vous sortez de là et vous pouvez emmener n'importe quelle personne à Londres ou à Paris, à Mogador. Quand vous ressortez, vous avez vécu un moment de rêve. Et vous l'avez vécu pour toute la vie. Un musical, vous le retenez pour la vie. Non, mais je suis très sincère. Jamais un journaliste d'ici qui avait jamais vu Le Roi Lion, mais je l'ai traîné pour aller voir le Roi Lion, c'était compliqué. Et il est ressorti de là, c'était Maxime Trouleau. Il est ressorti de là, Maxime. Il m'a dit, je n'ai jamais vécu ça de ma vie. Et il m'a dit, mais tu as bien fait d'insister. Et au dernier moment, il m'a appelé, il m'a dit, vas-y avec quelqu'un d'autre. Je dis, non, tu me fais pas ça, pas une demi-heure. Et vous êtes d'accord avec cette notion-là? Oui, parce que ça dépasse. En tout cas, Le Roi Lion dépasse le cadre d'un spectacle habituel. C'est une expérience. Oui. Et c'est une expérience. Et effectivement, je pense qu'une comédie musicale et un musical a cette faculté de laisser, en tout cas, c'est tout notre travail, de laisser une empreinte émotionnelle indélébile. On se rappelle tous, en tout cas, moi, je me rappelle toujours de ma première fois comédie musicale. Et quand je vois une personne qui n'a pas vu Le Roi Lion, ma première action, c'est de lui dire, je vous envie. Ah. Alors, je fais un aveu, je n'ai jamais vu Le Roi Lion. Je vous envie. Je n'ai jamais vu. Bah, je vous envie. En revanche, j'ai des souvenirs de comédie musicale. Moi, West Side Story, c'est mon émotion, film, musique, tout compris. Bah, ça fait partie des grands classiques qui ont marqué des générations et qui continuent parce qu'elles voyagent à travers les générations. Ouais. Sans prendre une ride, au contraire. Qu'est-ce qu'il faut pour faire une bonne comédie musicale? C'est d'abord une histoire? Oui. Enfin, c'est un livret. C'est d'abord une histoire, on nous prend par la main et nous sommes ce que les anglo-saxons appellent des storytellers. Donc on a besoin de cette histoire. Et la musique et les chansons ne sont là, entre guillemets, que pour faire avancer la narration. Et ça, c'est important. Est-ce qu'on peut comparer ça? Moi, je suis plutôt fan d'opéra, à l'opéra d'aujourd'hui. Complètement. Mais même l'ancêtre de la comédie musicale, c'est l'opérette. Donc Offenbach, on est vraiment dans ce registre-là complètement. On a une histoire, je vous raconte quelque chose, et je sublime cette histoire avec de la musique qui apporte une couche d'émotion forte. Alors au départ, c'est quand même 2 Français aussi qu'on mis à l'honneur avec Les Misérables, la comédie musicale. Et puis évidemment avant il y a eu Stephen Sondheim aux États-Unis et autres. Mais c'est un peu arrivé comme ça à Londres aussi avec Andrew Lloyd Webber. Et nous on commence à s'y mettre. Mais par exemple, il y a jamais eu chez Entertainment France une production propre. Est-ce que un jour ça arrivera d'avoir une comédie française qui fasse le tour du monde après, comme a été pu faire Les Misérables? Oui, mais enfin, ça sera le cas, certainement. Mais aujourd'hui, on a tellement de beaux spectacles qu'on a envie de faire découvrir au public français qui ont été créés à Londres. Alors, on est à l'origine, nous sommes un groupe international, donc on est souvent à l'origine des projets. On a créé nos propres spectacles. Tina, sur la vie de Tina Turner, notamment. Ouais. Rocky, on en parlait tout à l'heure sur la vie de Stallone, de Rocky Balboa. On a fait Anastasia aussi. Donc, on mise sur des projets. Donc, on investit. On voit beaucoup de spectacles en création, en gestation même à Londres ou à New York via ce qu'on appelle des lectures. Donc, quand un projet arrive, il y a une première lecture où les créateurs du spectacle, les auteurs viennent présenter à des producteurs potentiels une première lecture, un premier jet. Et c'est en fonction de ça, c'est le métier de producteur de se projeter et se dire j'y crois pas, si j'y crois, j'investis. Et donc nous on investit, on met des billes dans plusieurs spectacles qui un jour voient le jour à Broadway d'abord ou à Londres, le West End, l'un ou l'autre, et pour les faire arriver dans nos pays, dans nos différents pays, puisqu'on est le deuxième. Avec Stage, on accueille 7 millions de spectateurs par an dans nos différents pays. C'est énorme. Ouais.
Sachant que le Roi Lion a battu 1 million de spectateurs en France, vous imaginez? Alors on est même à 1,1 million maintenant. 1,1 million. 1,1 million. 101 quand on dirait voir le Roi Lion. Je voulais savoir également sur les musicales en France, il y a souvent une image un peu ringarde, un peu mais que la maison est belle. Ah oui, tu trouves? Oui. Mais en fait, c'est pas du tout ça la comédie musicale anglo-saxonne. Non, parce qu'encore une fois, comme je le précisais tout à l'heure, c'est d'abord souvent une histoire universelle, que ce soit le Roi Lion. Roi Lion, c'est Hamlet. Donc avec le parcours initiatique du fils prodigue. Donc prodige. Donc il y a tout ça. Donc il y a cette histoire solide qui doit nous toucher. Et ensuite, alors on parlait des ingrédients aussi pour la comédie musicale. N'oublions pas les artistes qui doivent être multitalentueux, parce que la comédie musicale est la réunion de plusieurs disciplines et de différents arts de la scène. La comédie, le chant, la danse. Et c'est unique. D'où la complexité pour trouver des artistes, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais la complexité de trouver des artistes multitalentueux qui sont capables de répondre à ces 3 challenges. Et ça, c'est dur en France. C'est de moins en moins dur. Ça l'a été. Nous, quand on a commencé avec Cabaret en 2006, ça a été très compliqué. On a trouvé notre MC à quelques semaines de la première. Mais aujourd'hui, via des formations, via des artistes... Il y a beaucoup d'écoles maintenant. De plus en plus, nous, on en a monté une. On a monté une école avec les cours Florent. On s'est associé avec les cours Florent et on a créé une école, une classe, s'appelle la classe libre de la comédie musicale. Pourquoi libre? Parce qu'elle est gratuite. D'accord. Et c'était indispensable. C'est important. C'était indispensable pour ne pas mettre un critère pécunier, j'ai envie de dire, et permettre au plus grand nombre, quel que soit leur provenance, quel que soit leur niveau social, de pouvoir accéder à cette école. Parce qu'il faut parfois transformer un danseur en chanteur, un chanteur en danseur. Oui, tout à fait. Et souvent, ils osent pas franchir le pas. Probablement, mais leur montrer que déjà partir par l'expression corporelle, et c'est important. J'ai appris que le président avait annoncé qu'on allait enfin imposer le théâtre dans les écoles. Enfin, j'ai envie de dire, c'est tellement important. C'est tellement le théâtre apporte tellement de choses sur la confiance en soi, et au niveau de la comédie musicale, c'est important. Donc ces écoles, oui, on les forme sur ces différents. Alors bien sûr, il y a toujours des gens qui arrivent avec une prédisposition. Ils sont peut-être plus chanteurs que danseurs. À nous de les former. Et en tout cas, ils doivent répondre présent sur les 3 disciplines. Alors il y a 2 choses assez étonnantes chez Stage, c'est l'ouverture à l'handicap, c'est ouvrir le spectacle à l'handicap. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'il y a des personnes sourdes et malentendantes qui viennent voir un musical. Alors on se dit, mais comment ils vont pouvoir suivre un musical alors qu'ils n'entendent pas la musique? C'est l'initiative de notre service marketing, et c'est une initiative plus globale au niveau du groupe d'instaurer plus de diversité et d'inclusion dans le spectacle, et ne pas avoir la double peine, malheureusement, pour des publics empêchés, et de leur donner accès à nos spectacles. Donc on a des séances pour les sourds et malentendants, mais pour aussi les aveugles et malvoyants, ça mobilise beaucoup de gens chez nous, mais c'est tellement important et tout le monde se sent fier de leur faire découvrir, parce que par exemple sur les malvoyants, on fait toute une séance en amont du spectacle, tactile. Donc on prend ce groupe, en général ils sont une dizaine, et on les emmène sur scène, toucher les costumes, toucher les décors. Donc il y a toute une visite initiatique au tout début, on leur explique, donc il y a tout un travail, ils viennent 1 heure avant. On leur explique, toutes nos équipes techniques sont mobilisées pour leur expliquer ce qui va se passer. Et ensuite, il y a un guide audio pendant le spectacle qui raconte à ces gens-là ce qui se passe sur scène. Donc, ils ont des écouteurs. Et pareil pour les malentendants, il y a des surtitrages. Et là aussi, il y a une rencontre avec certains de nos artistes et des adaptateurs, en tout cas sur les signes, le langage des signes, qui permet à ces personnes de répondre, de poser des questions aux artistes et de connecter avec nos artistes en amont du spectacle. C'est formidable ça. De plus en plus de tournées sont quasi complètes. Enfin, quand on est en province et qu'on a un spectacle comme Le Roi Lion, une grande comédie musicale, on voit tout de suite que c'est très difficile d'avoir des places. Est-ce qu'il y a de plus en plus de public, de plus en plus de demandes, et comment vous expliquez cet engouement finalement? C'est la part de justement de ce rêve que ça procure. Oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est au-delà du spectacle, c'est la réussite de Julie Taymor qui a créé ce spectacle, d'en faire une fresque, d'en faire une fable, d'en faire une expérience totale, qui dépasse les frontières du spectacle. Et je pense que quand vous avez déjà accueilli plus d'1 million de spectateurs, ce qui est notre cas, on le voit d'ailleurs, on a maintenant 60% de nos spectateurs viennent de province.
Oui, et puis la démarche de monter à Paris. Souvent. Oui, et puis c'est une équipe. Hein. Il y a 200 masques, 200 marionnettes, 100 instruments de musique. Enfin, et chaque soir il y a 50 comédiens sur scène, 11 musiciens et 80 techniciens. C'est pour ça que c'est aussi cher un musical. Celui-là particulièrement, il coûte un peu d'argent et au quotidien parce qu'il y a au total on doit être presque 200 tous les soirs. C'est une fourmilière. Non, je parlais pour le spectateur. Des fois, il peut avoir l'impression que c'est cher. Oui, mais alors cette impression, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Cette impression n'existe plus à la sortie du spectacle parce que les gens se rendent compte de ce qu'il y a. C'est 2 heures. J'en ai eu pour mon argent. Exactement. 2h45 de spectacle. Le nombre de personnes, le nombre de costumes. On voit, hein, c'est une féerie pour les yeux, pour les 5 sens, on va dire. Et c'est incroyable. Mais parfois on a un artiste solo pour le même prix et ça dure pas si longtemps que ça. C'est jusqu'au 14 juillet. Alors oui, on donne les dates. Vas-y. Il y a Mamma Mia au Casino de Paris jusqu'au 28 avril 2024. Mamma Mia, c'est une perle pour moi. Et pour Stage. En fait, ça a toujours eu un succès Mamma Mia en France. Oui, parce que alors là on est sur un autre... La tournée avait énormément fonctionné. Oui, mais là on est sur un autre registre. On a commencé fin novembre. On a déjà accueilli 130 000 spectateurs sur ce spectacle. La promesse est différente. C'est ce que les anglo-saxons appellent un feel-good show. C'est-à-dire que je pense qu'en ce moment on en a tellement besoin. Oui. Et puis on a une troupe incroyable d'artistes comédiens. Et là, pour la petite histoire, le rôle de Sophie, qui est le rôle de la jeune fille, est interprété par une de nos élèves, qui est sortie de l'école l'année dernière. Elle a accédé, parce qu'on leur donne un accès à notre casting, à nos auditions. Elle a été prise et elle tient le premier rôle. J'ai une pensée pour elle parce qu'elle s'est cassé le pied pendant une représentation. Et elle nous revient dans quelques semaines. Donc j'ai une petite pensée pour elle. Et puis il y a Spamalot aussi. Spamalot, c'est un autre genre, c'est les Monty Python. Mais c'est complètement décalé et c'est tellement drôle, mais tellement drôle. Et voilà, on est sur une autre promesse, là encore une fois, le rire à outrance, décalé avec Pef, pour ceux qui le connaissent, les Robins des Bois, qui a réussi ce grand challenge de traduire, d'adapter et de jouer, puisqu'il joue le roi Arthur tous les soirs avec une énergie. Et là aussi, on a une troupe qui dépasse l'entendement, tellement ils sont talentueux, tellement ils sont fous. Parce que de toute façon, il fallait être fou pour produire ce spectacle, mais il faut être fou pour le jouer tous les soirs. Et ils le font avec énormément de générosité. Quel regard ont les Anglais, les Américains sur nous, sur nos productions, parce que nos productions s'exportent pas, que ça soit Molière ou autre. Quel regard? Est-ce qu'ils sont venus voir, par exemple, Starmania? Je sais pas, Starmania. En tout cas, ils sont venus voir nos spectacles. Ils sont venus voir ce spectacle. J'avais l'un des metteurs en scène, le bras droit de Sam Mendes, qui est venu voir le spectacle ce week-end, qui est venu Spamalot, qui avait produit Spamalot et mis en scène Spamalot en tournée aux États-Unis, qui a été éberlué par cette folie française, parce que c'est une folie française. Quand on adapte un spectacle, on lui donne une couleur française. Hein. On garde l'œuvre, mais on lui met, quand on a fait les producteurs avec Alexis Michalik, il y avait la touche Michalik dans le spectacle. Donc là aussi, on met une couleur française. Voilà, on vous conseille de venir à Paris pour voir toutes ces comédies musicales. Les 3, c'est le Roi Lion à Mogador jusqu'au 14 juillet. Mamma Mia, c'est au Casino de Paris jusqu'au 28 avril. Spamalot au Théâtre de Paris jusqu'au 10 février. Il reste de la place parce que c'est encore, mais il faut aller vite. Merci beaucoup Laurent Bentata d'avoir été avec nous pour nous présenter la passion de Gilles Gansman, les comédies musicales. Gilles, on se retrouve nous demain et on fait dans un instant le débat avec nos 4 débatteurs qui s'installent au sujet de l'actualité qui tourne autour de la crise agricole. À tout de suite.